Bonjour Jean-Baptiste Djebari. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, vous êtes député de la Haute-Vienne, au sud de Limoges, et vous êtes dans l'univers de la Macronie un élément important en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le développement durable, puisque vous êtes celui qui est chargé de faire régner un peu d'ordre au sein de la commission à l'Assemblée nationale, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Le président va annoncer ce matin la création d'un haut conseil pour le climat. À quoi ça sert ? Ça sert à rendre des avis sur la trajectoire écologique. Ça existe au Royaume-Uni, ça marche plutôt bien. Ça sert aussi à s'assurer de la soutenabilité économique, sociale, financière de la transition écologique. Et on voit bien qu'on est au cœur du sujet, puisque si je m'en fie à ce que disaient les Gilets jaunes hier encore, leur sujet principal, c'est évidemment le pouvoir d'achat et la soutenabilité de la transition. Quelle sera la différence entre ce Haut Conseil pour le climat et, par exemple, le Conseil national pour la transition écologique ? Vous avez une enceinte qui est quand même plus participative en termes. Le CNTE, vous avez des élus, vous avez des associations, ça travaille sur les politiques publiques, mais ce n'est pas une enceinte, d'experts qui dit comment faire. Et la différence avec le Conseil supérieur de l'énergie ou avec le comité d'experts pour la transition écologique, enfin, il y en a 8 déjà, des machins comme ça. Il fallait en rajouter un 9e ? En tout cas, il faut avoir une structure opérationnelle qui dit comment faire. Vous savez très bien que les grandes conférences internationales, non, ce n'est pas qu'elles servent à rien. Elles font vivre un débat particulier. L'énergie, c'est extrêmement... Enfin, ce dont on parle aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que l'énergie en elle-même. Ou que, vous voyez bien qu'il y a une dimension sociale, il y a une dimension d'acceptabilité, il y a une dimension énergétique, une dimension sur la mobilité. Mais la transition écologique, le Conseil supérieur de la transition écologique aurait pu faire ça, non ? Vous voyez bien. Je vois absolument. Est-ce que ce n'est pas une réponse circonstancielle à un sujet qui est très grave, je pense que ce qui est structurant, c'est d'avoir une entité, une structure opérationnelle qui dit comment faire. Ce qui n'est pas le cas du CNTE. Le CNTE, il est consultatif, il rend des avis sur plein de choses. Le Conseil national pour la transition écologique. Absolument. Mais ce GIEC des solutions, en quelque sorte, c'est une structure d'experts qui dit comment faire, comment rester sur la trajectoire, qui est au plus près des politiques publiques. Si vous voulez, ça satisfait peut-être ceux qui voulaient un vice-premier ministre à l'environnement. C'est une structure extrêmement opérationnelle qui permettra de passer au tamis toutes les politiques publiques. Bon, on verra. On verra dans ces 8 machins dont je parlais, sans aucun élément péjoratif pour ceux qui les composent, mais il y en a plusieurs déjà qui n'ont jamais remis aucun travail, aucun rapport, qui n'ont jamais rien fait de public. C'était pas plus simple de fondre tout ça et d'en faire justement ce Haut Conseil ? Nous, quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, nous avons dû nommer les offices extra-parlementaires. Il y en avait 300 de mémoire, nous en avons renouvelé à peu près la moitié, en faisant l'analyse que vous faites. Moi, je connais assez bien le Conseil supérieur de l'énergie et le CNTE dont on parlait. Ce sont des enceintes, des entités qui travaillent et qui produisent des documents, des rapports, des conseils. Et donc, ces deux-là, au moins, ont un intérêt certain. Alors, vous êtes député, je le disais, de la Haute-Vienne. Est-ce que vous pensez qu'à Magnac-Bourg, à Rochechouart, à Pierre-Buffière, plusieurs villages de cet endroit-là du sud, des territoires qui sont loin des centres-villes, est-ce que vous pensez que ça va suffire ? Écoutez, moi j'ai reçu une délégation du Gilets jaunes vendredi dernier et en tout cas j'ai retenu 3 choses. La première chose, c'est que on a un besoin de solutions qui soient au plus proche des territoires. Et c'est très concret. Non, mais c'est pareil comme ça des paroles, mais c'est très concret. On a des projets, par exemple, d'éoliennes citoyennes. Ça met 10 ans à se mettre en œuvre, alors que c'est souvent financé pour partie par du financement participatif citoyen. Donc il y a d'abord un besoin de plus de démocratie locale. Il y a un besoin de solutions qui seront adaptées et décidées au niveau des territoires. Et puis, il y a une perception, on se le disait tout à l'heure, moi j'ai passé 40 minutes à expliquer qu'il n'y a pas de distance, de surplomb de la parole politique. Il n'y a pas d'arrogance de la parole politique. C'est perçu comme tel. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie entrave à l'action. Et donc, on doit résoudre ça, mais je crois absolument, effectivement, que les solutions sur la mobilité locale, les solutions sur l'énergie décentralisée sont les solutions d'intérêt pour Magnac-Bourg ou pour Rochechouart. Pour Rochechouart ou pour Pierre-Buffière. Est-ce que vous pensez que ça va suffire, malgré tout, à calmer, parlons pas de colère, à calmer l'inquiétude, l'angoisse de ce genre-là ? Est-ce qu'il faut, par exemple, autre chose, y compris sur le plan fiscal ? Moi, je me satisfais, par exemple, que les Gilets jaunes aient nommé des porte-paroles, parce que ça permet de parler du fond des politiques publiques et d'avoir une plateforme, j'espère, cohérente sur le plan politique. Je l'ai vu quand j'ai discuté avec eux. Vous avez autant, finalement, de plateformes ou d'opinions que de Gilets jaunes. Donc ça permet de rationaliser. C'est compliqué, c'est un peu désorganisé, en effet. Écoutez, vous avez ceux qui veulent beaucoup moins d'impôts, ceux qui veulent beaucoup plus de services publics, ceux pour qui la transition écologique est prioritaire, ceux pour qui elle est plutôt secondaire. Tout ça est compliqué. Rationalisons ce débat-là. Moi, j'entends la grogne, l'agrégation, en fait, qui est le fruit des mécontentements, pas d'il y a 2 ans, pas d'il y a 2 semaines, mais d'il y a 30 ans dans ce pays. Bien sûr, mais vous avez, du mal à se je veux dire, le Parlement, le gouvernement, Emmanuel Macron, rajouté un certain nombre
de contraintes qui se sont focalisées entre autres sur l'automobile, les 80 km/h et puis l'augmentation du Ça a été perçu effectivement, notamment les 80 km/h, ça a été perçu dans les territoires. C'était pas une proposition que nous avions faite, c'est émané d'un comité, comme vous le dites, le comité interministériel de la sécurité routière, pour des raisons qui sont valides. Et d'ailleurs, avec des effets qui sont réels. Vous avez moins de morts cette année par rapport à l'année dernière, quelques centaines. C'était une bonne décision? Écoutez, politiquement, nous l'assumons. Ça porte des fruits en termes de santé publique, donc c'était une bonne décision. Est-ce qu'elle a été bien ressentie dans les territoires? Non. Bon, est-ce qu'il faut un moratoire sur les prochaines hausses? Pas celles qui ont été décidées, qui sont dans les prix à la pompe déjà, mais en janvier prochain, hausse sur le gazole, hausse sur l'essence, les prix de l'électricité qui vont monter aussi. Est-ce que tout ça va passer comme une lettre à la poste? Moi, je vous dis que le sujet structurant, c'est que cette énergie fossile, le pétrole, elle est chère, elle est produite à l'étranger dans un environnement géopolitique qu'on ne maîtrise pas et elle est polluante. Une fois qu'on a dit ça, même si ça, c'est des arguments que les Gilets jaunes ne veulent pas entendre. Est-ce qu'il faut un moratoire? Si on fait un moratoire, non seulement, effectivement, on aura moins d'argent public pour financer quoi? Des services publics, et de toute façon, comme on ne maîtrise pas l'impact à la hausse, dans 6 mois, dans 1 an, on est à nouveau dans cette même situation-là. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ça, alors que le prix à la pompe, par exemple, en Europe, il a baissé. C'est 10 centimes de moins. Donc vous voyez bien que le sujet, il est celui-là, évidemment, mais il n'est pas tout à fait que celui-là. C'est le sujet de la pression fiscale. Parce que, je me dis, Jean-Marie, ça y est, le marqueur est pris, si j'ose dire, le sujet est cranté dans l'esprit des gens. Et donc, même si le prix à la pompe baisse, les gens diront toujours c'est le marché qui baisse et on ne profite pas de cette baisse puisqu'il y a des hausses de taxes. Oui, mais c'est aussi notre travail de ne pas travailler qu'en perception. Il faut entendre l'émotion, il faut entendre quelquefois l'irrationalité, mais notre travail, c'est de dire les faits et de faire des politiques qui produisent des résultats à moyen terme. Et de faire de la politique. Est-ce que vous trouvez que la façon de réagir de Christophe Castaner ou de Gérald Darmanin qui dit c'est la peste brune qui est dans Paris est une bonne façon d'apaiser le débat? Je pense qu'il pointe un phénomène réel qui est la participation de l'ultra-droite à un certain nombre de manifestations. Vous savez, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a regardé sociologiquement comment s'étaient composées ces manifestations. C'est vrai que c'est structuré pour partie par la droite. On ne va pas passer le temps à citer des maniaques bourgs et compagnie dans votre territoire, mais là-bas, ce n'est pas une terre d'ultra-droite, c'est une terre plutôt à gauche. Historiquement de gauche. Historiquement de gauche. Elle a même donné des ministres, je pense à Jack Ralit. Là, ce n'est pas l'ultra-droite, ce n'est pas la peste brune qui bloque les carrefours. Je dis d'une manière générale, en France, quand on regarde un peu en moyenne, c'est vrai que ces mouvements ont été un peu structurés par l'extrême droite. Et que ces minorités, qui sont des minorités agissantes dans ces cortèges-là, sont plutôt des minorités d'ultra-droite. C'est une réalité. En tout cas, c'est ce que nous disent les renseignements. Et pointer ça de cette manière, faire de la politique comme ça, c'est utile en ce moment? Vous savez, moi, je regarde les oppositions qui sont aujourd'hui un peu les prophètes de la désespérance et qui nous disent absolument des horreurs en permanence et qui ne font qu'hystériser le débat politique. Je constate que peut-être que ces paroles sont rudes et elles répondent aussi à la rudesse et à quelque part l'endommagement de la démocratie par les oppositions qui ne cherchent qu'une chose, c'est de déstabiliser le pouvoir en place et qui, sincèrement, ne font quand même assez que peu de cas de la réalité de la vie des Français. Bon, on verra ce que la réalité de la vie des Français fait des annonces de la journée, du discours d'Emmanuel Macron. Merci Jean-Baptiste Djebbari. Merci à vous.